Alors, donc les autres. Bonjour, Jennifer Renoir du groupe AFNOR. Alors je suis présente à cette réunion pour avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Voilà. D'accord. Maou. Bonjour, également présente pour m'informer un peu plus sur le tourisme régénératif. Donc moi je suis Marika Rabionella et je suis au réseau des grands sites de France. Et pareil, je suis pas du tout certaine, c'est même certain que je pourrais pas rester toute la réunion, mais au moins même des propos introductifs seront à prendre pour notre part. Merci. Très bien. Donc, moi, je suis Jérémy Dumont, je suis le fondateur de Nous Sommes Vivants. Nous Sommes Vivants, c'est un réseau de consultants qui porte la régénération dans les entreprises et les territoires. Et on est réunis en association. Ça fait 6 ans que ça existe. Et on va avoir un volet avec la transformation des comportements, avec la fresque du facteur humain, des émotions et des imaginaires, et le business model de l'entreprise régénérative, qui est à la fois un Canva et 5 ateliers. Et là, ça va être comment on va concevoir une offre, par exemple d'hébergement, euh, en collaboration avec toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur de l'offre sur le territoire. Et on va vraiment essayer d'avoir une collaboration radicale pour un impact environnemental, sociétal et économique. Et on avance de façon sectorielle. On est assez avancé sur le secteur de l'agriculture et tous ses dérivés que vont être textiles, agroalimentaire, cosmétiques. Le tourisme est une piste sur laquelle je cherche comment dire, une entreprise ou un organisme qui serait bêta-testeur pour on, on adapte la méthode à ce secteur sur un case study. Et ensuite, on a avancé sur le numérique, justement pour voir comment la démarche régénérative peut aussi fonctionner lorsqu'on est, on va dire, hors sol. Donc voilà, là ce que je vous propose dans cette masterclass, c'est de parcourir un document qui est en anglais, qui effectivement part d'éléments un petit peu conceptuels, mais quand même illustrés d'exemples, et de balayer quelques exemples français, en particulier ceux qui ont remporté les lauriers de la régénération 2024 et 2025, puisque tous les ans on remet les lauriers de la régénération par secteur aux produits et aux services régénératifs. Alors, donc je vais partager mon écran. Vous avez dans l'email le support. Dans le mail. Dans le mail, vous l'avez. Les slides sont légèrement différents parce que je les ai. Non, non, vous avez accès au flipbook. Enfin, une note sur le site avec le flipbook tout en haut. Donc, nous, c'est passer de la prédation à la régénération. Pour faire bref, la prédation, c'est surexploiter, et ça peut être surexploiter les ressources naturelles comme les ressources humaines, et régénérer, c'est prendre soin. Et on est convaincu que c'est un changement de modèle mental et un changement de modèle économique. Je vous partagerai dans le document un- ce qui se passe, enfin ce PDF sur le tourisme au Canada est passionnant avec Michel Holloway. Et par exemple, ça, c'est le changement de modèle mental de façon assez synthétique. Et ça, c'est le changement de modèle économique. Moi, j'utilise beaucoup ce tableau parce que je trouve qu'il est vraiment limpide entre effectivement des activités économiques qui vont être dégénératives euh, au niveau, par exemple, de l'utilisation de l'eau, des populations, de la biodiversité. Et on va arriver à des activités, par exemple touristiques, qui vont avoir un impact net zéro. Et ensuite, on va avoir, à partir de là, la phase restaurative, c'est-à-dire remettre en l'état. Et thrivable, ça va être donc, on va dire, robuste. Et là, ça va être la phase régénérative dans laquelle nous sommes vivants et spécialisés depuis 6 ans. Donc, je vous ai déjà donné nos ateliers et on organise des cercles
Là, on a lancé un cercle écosystème, un cercle filière agro et un cercle leadership, pourquoi pas un cercle tourisme. Ça va être là plusieurs marques qui vont collaborer entre elles euh, pour, euh, pour poser leur stratégie dans un cercle qui va être un cercle de réflexion individuel et collectif. Euh, En fait, il y a un gap entre la stratégie et le plan d'action. Et avant de lancer un produit ou un service, nous, ce qu'on vous propose, c'est justement de poser vos stratégies, de réfléchir à quels produits et services pourraient être abordés sous cette démarche, avec quels acteurs. Et c'est une démarche en 5 journées à partir du business model régénératif. Si je rentre dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et je vais passer quelques slides, en fait, c'est vraiment People, Profit, Planet qui sont interdépendants. On l'a vu pendant le Covid. Donc, effectivement, surtout un secteur comme le tourisme, euh, voilà, tout est relié. La main-d'œuvre, les habitants, les touristes, la biodiversité, les catastrophes naturelles, euh, les fluctuations économiques ou le changement de taux. Euh, donc tout est lié et c'est un secteur effectivement où les interdépendances entre ces trois écosystèmes sont claires. Euh, Ce qui est intéressant avec la régénération qui va être donc à droite, c'est qu'il y a des modèles qui sont pas soutenables parce qu'ils vont se focaliser sur le profit avec des plans d'action où il y aura très peu d'actions sur les enjeux humains ou biodiversité. Le développement durable va toujours chercher à faire un compromis sur où en général le profit est préféré dans un arbitrage et on va avoir un plan d'action qui va réduire les impacts négatifs de cette croissance économique. La régénération, c'est penser les activités économiques comme un écosystème d'acteurs et... euh, attendez un instant. J'ai quelqu'un qui souhaite nous rejoindre. Il m'a semblé. Non. Mais il y avait deux personnes en salle d'attente, effectivement, mais je Ouais, mais sais pas. c'était Ah, des gens qui prennent des notes là, vous savez. Des ah, trucs. aïe. Je vous donne quelqu'un qu'autre, comme ça j'aurai plus le problème. Alors, ça c'est autre chose. Ça c'est quoi? Ta, ta, ta. 2 secondes. Voilà, j'ai chromé là. Donc, intéressant. Et c'est vraiment la base de la régénération, c'est cet écosystème, cette vision de trois écosystèmes intégrés. L'écosystème économique, qui est un écosystème à part entière avec des relations de business entre parties prenantes, entre fournisseurs, entre habitants, entre touristes, exploitants, euh, des personnes qui vont travailler sur l'attractivité de la destination, des personnes qui vont travailler sur le transport, l'hébergement. Et ensuite, il y a un autre écosystème qui va donc être les gens, qui va donc se focaliser sur les employés, les fournisseurs, et justement les touristes et les habitants de lieu, et la planète qui va être un écosystème effectivement de faune et de flore, et aussi avec des ressources naturelles comme vont être par exemple l'eau. Donc il y a trois écosystèmes, et travailler ces trois écosystèmes et augmenter la capacité de chacun pour l'intérêt collectif des trois écosystèmes, ça va être résilient. Et on va avoir un plan d'action qui va être plutôt tourné vers augmenter les capacités euh, après cette phase de réduction des impacts négatifs. Donc on est à nouveau dans une croissance à impact. Là, c'est assez intéressant parce que même s'il est un petit peu compliqué à lire ce schéma, on voit bien, c'est une autre façon de voir que un écosystème est habité par des humains et des non-humains et qu'il est au centre euh,
de quelque chose qui va tourner autour des activités, de la communauté, des activités et de l'environnement dans une pensée globale. Certaines personnes l'appellent aussi euh, One Health, en tout cas le bien-être des habitants des écosystèmes. Alors la régénération au niveau international, moi je m'intéresse beaucoup à Regenesis Group, euh, que je suis depuis des années, qui est donc américain. Mais sinon, c'est mettre le vivant au centre des réflexions, c'est restaurer la nature et les écosystèmes dans une logique de coexistence entre le vivant humain et non humain pour atteindre une harmonie. Et la régénération est un succès lorsqu'elle permet de déployer de nouveaux potentiels. Euh, et que les endroits, les écosystèmes, sont des lieux dans lesquels les gens ont envie de vivre, travailler et visiter. Effectivement, nous, on va avoir une définition chez Nous sommes vivants qui est assez proche de ça, qui va dire la régénération, c'est donner aux êtres vivants, ce qui inclut les humains, les ressources nécessaires pour atteindre leur plein potentiel dans leur lieu de vie. Donc il y a une histoire d'écosystème, de ressources, mais on regarde les écosystèmes comme étant des milieux de vie, des humains, du vivant humain et non humain. Et donc on va essayer de faire en sorte que les coalitions à impact régénératif augmentent la qualité de vie dans un territoire, et on va moins s'intéresser aux ressources qui sont essentielles à la vie et plus au bien-être des habitants des écosystèmes. On ne régénère que du vivant. Si je prends un exemple, on peut se dire que sur la forêt, par exemple, on peut effectivement avoir une exploitation commerciale d'une forêt. On peut se dire qu'on va replanter des forêts à côté, une fois qu'on aura fait des coupes rases. On peut aussi se dire qu'on va euh, gérer la forêt et la coupe différemment en ne faisant pas de coupe rase et, comment dire, apporter par exemple des glands pour que des chênes repoussent dans une logique de diversité. Et ça va être ça déjà, la régénération dans un espace forestier. Donc c'est une action effectivement où on arrête de détruire et on ne laisse pas la nature toute seule. La nature toute seule fait bien les choses, c'est sûr, mais on aide la nature. Et c'est quelque chose qui va donc viser à augmenter la faune et la flore dans une forêt. Et c'est quelque chose qui va être assez coûteux, prendre du temps, puisqu'on s'implique mais par contre, on régénère. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que remettre, enfin, d'arrêter les dégâts ou de remettre en l'état. On va augmenter la capacité, par exemple, de cette forêt à abriter de la faune. Donc là, c'est un schéma qui vous dit, par exemple, l'histoire avec les, euh, euh, les, les graines. Et on voit bien cette forêt qui est habitée par de la faune. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, je vais faire un tour de table sur déjà qu'est-ce que ça vous évoque. Comme ça me permettra d'accueillir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion de régénérer? C'est grand monde qui veut prendre la parole, mais oui, c'est intéressant effectivement de ne pas se concentrer que sur les impacts ou les ressources, mais aussi du coup sur l'impact sur le vivant. On est en tout cas dans le tourisme, je crois qu'il y a un grand retour à cette notion de l'habitant, d'attractivité des territoires, et je crois que c'est pas, voilà, il faut absolument pas dissocier tout ça. Donc, enfin, pour moi, ça résonne bien. Après, je pense que il y a Marika, je sais, des grands sites, du coup, ça c'est quelque chose qui est pris en compte vraiment dans le cadre de certaines démarches.
de tourisme durable et développement durable au sens large, mais peut-être je la laisse s'exprimer. Ouais, je pense effectivement que les grands sites de France sont déjà régénératifs et ouvrent une voie intéressante, oui. Oui, alors du coup, bonjour à tous. Ben, en effet, c'est aussi pour ça que je m'intéressais un petit peu à cette masterclass parce que il y a un modèle dans les grands sites d'approcher et d'aborder le tourisme de façon non plus subie, mais de choisir une certaine forme de tourisme qui inclut l'accueil des visiteurs, qui n'est pas une démarche de mise sous cloche et qui est vraiment des démarches concertées et stratégiques pour intégrer le tourisme dans l'écosystème à la fois paysager, environnemental et économique, avec une vie qui subsiste dans ces espaces. Moi, ce que j'entendais, en tout cas jusqu'alors, sur le volet régénératif du tourisme, c'était une approche très, comment dire, empreinte de plein de bonne volonté, c'est-à-dire oui, les touristes peuvent, le tourisme, les visiteurs peuvent contribuer à régénérer les territoires qu'ils fréquentent, sur lesquels ils ont fatalement un impact, qu'ils le décident ou non, par en fait le biais d'un certain nombre de prises de conscience. Et en fait, ce qui était un petit peu compliqué pour moi de comprendre jusqu'alors, c'est comment euh, en fait, on arrive à ce stade où on réalise concrètement ce pari de dire un visiteur apporte plus qu'il ne prend d'un endroit qu'il visite. Ça, pour moi, c'est encore difficile de le concevoir, très sincèrement, hein. Ouais, et moi, je rejoins Jérémy parce que tu as parlé de zéro impact. Ouais. Est-ce que ça existe? Euh, Moi, je pense pas. n- Très sincèrement, je Ouais, suis voilà, c'est ça. Ouais. convaincue que non, mais Voilà. Dis donc, vous commencez fort, mais c'est Ben parfait. non, mais ça n'empêche pas de On faire accueille plein Heather. d'efforts et du régénératif, mais en Non, tout non, cas, mais le zéro c'est impact, nous, fondamental. on n'y croit pas du tout, quoi. C'est fondamental. Heather, Oui, bonjour. juste nous dire un petit mot de qui tu es, qu'est-ce qui t'amène, malheureusement. Donc, Heather Noreen, je vis pour l'instant à Lille. Je travaille dans la transition écologique et j'ai acheté un terrain de 3 hectares en Normandie et j'ai autoconstruit une maison cet été avec l'objectif, voilà, de faire de l'écotourisme. Donc, je suis très intéressée par, Ok, voilà, démarrage en parfait. septembre. Voilà. Ok, entrepreneur. Donc, ce qu'on disait juste avant, c'était on faisait un petit récap sur conceptuellement, pour t'accueillir aussi, c'est quoi la régénération et bien sûr, ça pose plein de questions sur ce serait quoi le tourisme régénératif. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est la notion déjà de responsabilité territoriale des entreprises. Et donc, c'est comment comment les entreprises effectivement qui sont implantées dans un territoire contribuent à ce territoire et effectivement, la contribution, on l'imagine, ça rejoint ce qu'on appelle attractivité territoriale. Ça peut être effectivement, d'un point de vue économique, sa capacité à attirer les entreprises et la capacité des entreprises à réaliser, euh, à avoir des offres à valeur ajoutée qui génèrent de l'emploi. Ça peut être aussi attractivité par le patrimoine naturel, parce qu'il y a une magnifique forêt. Moi, enfin, ma famille habite à côté de la forêt domaniale de Rambouillet. Ça peut être parce que il y a un patrimoine aussi culturel ou des savoir-faire. Donc, effectivement, quand on pose ça, dans le tourisme, ça fait sens. Euh, et on va essayer d'avoir à la fois un triple impact économique, environnemental et sociétal de l'activité économique. Est-ce qu'il est possible d'avoir une activité économique qui, dans son ensemble, euh, contribue plus euh, euh, à tout ça? Et effectivement, moi, ce que je regarde, c'est Patagonia. Patagonia, ça va être l'entreprise phare de la régénération dans le monde. Et moi, je me base assez sur ce que fait Patagonia. Patagonia, là, dans son rapport 2025 sur les 10 ans d'engagement RSE, dit qu'ils ont fait une croissance de 6% sur la période et que cette croissance rend difficile d'atteindre les objectifs de réduction carbone qui seront donc euh, euh, revus dans le temps. Ils se donnent un peu plus de temps pour les atteindre, mais disent clairement c'est très difficile de faire de la baisse de carbone quand on est en croissance.
Ensuite, sur d'autres indicateurs, comme sur l'économie circulaire, ils vont pointer du doigt que il y a un manque d'infrastructure globale pour avoir du fil recyclé de qualité. Et ils disent qu'il faut vraiment une dynamique collective des acteurs pour arriver à diminuer les impacts globaux de la filière textile et que euh, euh, eux, ils ont déjà beaucoup réduit les leurs, mais qu'ils souhaitent vraiment collaborer avec leurs fournisseurs pour y arriver. Et donc, tout ça nous amènerait à dire que bah, c'est plombé, c'est pas possible, mais ils disent aussi avoir de grands succès sur les filières biorégénératives, qui sont le coton régénératif et par exemple la mangue régénérative. Donc là, c'est des pratiques qui sont certifiées bio, certifiées Fairtrade, qui sont donc certifiées Regenerative Organic Certified dans le monde. Et là-dessus, en travaillant en étroite collaboration avec leurs fournisseurs et en travaillant en co-créant les cahiers des charges, en co-créant les produits, ils arrivent à afficher sur les produits non pas juste bio ou fair trade, mais Regenerative Organic Certified, et ça drive des ventes. Donc des cahiers des charges plus exigeants se traduisent par de la création de valeur tangible pour l'usager final. Et là-dessus, ils arrivent à engager des filières entières sur une transformation, on va dire, systémique. Comme c'est profitable en triple impact, et pour le coup, ils arrivent à être profitables, ils arrivent à générer des impacts, ils ne sont pas en retard sur leurs objectifs, eh bien, ça pose les bases pour une mise à l'échelle globale. Donc, chez Nous Sommes Vivants, moi, ce que je pense, c'est que peut-être un domaine ou un gîte, globalement, n'est pas net positif, n'est pas net positif, mais certaines de ces offres peuvent l'être. Et c'est en travaillant sur l'innovation au niveau des offres qui intègrent les parties prenantes, en intégrant les parties prenantes, qu'on arrive à avoir des offres de services ou des lieux ou des espaces qui vont contribuer plus qu'ils ne détruisent. Ensuite, dans notre approche, nous, on va se concentrer sur certains indicateurs. Pour faire simple, sur les lauriers de la régénération, avec le jury, on s'est concentré sur 4. Eau, carbone, biodiversité, santé humaine. Ça peut un peu varier, mais le but du jeu est d'être net positif sur ces 4-là, ou 5, mais pas tous. Donc là-dessus, c'est quand même plus facile de mesurer et c'est quand même plus facile de les atteindre. Et ça engage les consommateurs Pardon, dans une Jérémy, démarche tu positive. peux juste Oui. reciter Les indicateurs. les indicateurs, Eau, merci. eau, Au carbone, carbone, biodiversité, santé humaine. ouais. Et on va dire qu'on ne peut pas. Alors, d'une part, il y a les ressources nécessaires à la vie. Donc, les ressources nécessaires à la vie, ça peut être l'eau, ça peut être le carbone, ça peut être d'autres choses. Donc, elles sont très importantes et l'économie circulaire les adresse. Mais elle les adresse dans une logique de réduction des impacts, possiblement jusqu'à un net zéro. Mais pas restaurer, pas régénérer. D'accord? Euh, Si on intègre le vivant humain non humain, on a biodiversité et santé humaine, ou bien-être humain, ou culture, oui, voilà. Et ça, ces indicateurs-là ne sont pas inclus dans l'économie circulaire, quoique en ce moment, quoique on puisse faire une analyse de cycle de vie euh, euh, qui intègre la biodiversité, qui intègre les impacts environnementaux, sociétaux. Et voilà, donc là, on sera régénératif si on a une contribution à la fois sur le vivant humain et le vivant non humain. On peut pas d'un côté, on peut pas être juste bon pour la société humaine et pas bon pour la nature. Et quand on parle de modèle économique, l'économie sociale et solidaire a montré depuis des années un modèle économique justement dans cette perspective-là. Et leur enjeu aujourd'hui, c'est d'intégrer la biodiversité, la nature. Et on voit qu'il y a déjà une piste sur des entreprises qui finalement arrivent à être plus contributives à travers leurs services. Par exemple, services de soins. Dans la santé, il y a énormément d'entreprises qui vont être de l'économie sociale et solidaire. Je reviens sur le document. Mais on a commencé fort. C'est génial. Alors, j'aimerais arriver à des exemples parce que c'est vrai que
Donc on était sur cette notion d'exemple là sur la forêt et dire qu'effectivement c'est une action, c'est pas juste arrêter de couper les arbres, c'est pas juste en planter à côté, c'est revoir l'agroforesterie et ce n'est pas laisser la nature toute seule, c'est accompagner la nature. Et que donc c'est quelque chose qui va être pensé sur la faune et la flore de la forêt et qui va prendre du temps et qui va, puisqu'on s'implique, générer des coûts. Donc on voit cette faune et cette flore avec par exemple cette notion par exemple de gland de chêne qu'on va avoir, ou en Afrique ça va être quand il y a 3 pousses d'un arbre qui poussent, en couper un pour que la pousse de l'arbre soit plus forte et que ça aille plus vite. Donc c'est quand même une action des humains sur la forêt. Ce n'est pas laisser la forêt toute seule et ce n'est pas juste arrêter de les couper. Euh, on a un exemple ici quand même d'entreprise qui utilise des arbres et qui va donc planter beaucoup plus d'arbres qu'elle n'en coupe et elle utilise ces arbres pour faire des tables ou des planches pour la cuisine. Et ils vont vraiment travailler l'expérience du visiteur en les amenant dans la forêt, en se reconnectant à la nature, et vont amener les gens de la forêt jusqu'à cette table partagée. euh, et voilà, donc là c'est un exemple que j'ai trouvé à la va-vite tout à l'heure pour montrer comment on peut avoir à la fois euh, une action pour la forêt qui finalement est nette positive, euh, avoir une action culturelle et trouver une rentabilité économique parce qu'il va y avoir une diversité de revenus entre la vente et l'expérience. Voilà. Et finalement, il y a plus de... Enfin, la forêt reste résiliente. On peut faire mieux que replanter les arbres. Je dois avouer que je suis pas ravi de ça. Mais bon. Donc, en tout cas, quelques exemples dans le tourisme, justement. Tiens, allez. Donc, moi, je travaille beaucoup avec la fresque des imaginaires sur 4 imaginaires du tourisme, en fonction de la relation des humains à la nature. Donc, on va avoir une séparation humain-nature à gauche, une reconnexion humain-nature à droite, et des approches qui vont être soit individualistes, soit globales, holistiques, euh, euh, et la régénération est en haut à droite. Donc, le premier exemple en haut à gauche, ça va être effectivement Venise. Tourisme de masse et on fait payer à l'entrée pour réduire les impacts du tourisme de masse sans résoudre le fait qu'il y a un tourisme de masse. Euh, Dans certains parcs, on va avoir des parcs qui sont des domaines protégés. On va avoir des humains qui vont être quand même avoir la possibilité de venir, mais ils vont pas pouvoir y rester et habiter puisque là, c'est la nature euh, qui est préservée, mais ils peuvent venir un peu sur la pointe des pieds en ayant un impact zéro minimal euh, sur celle-ci. Donc on va avoir typiquement des randonneurs qui viennent pour la journée qui repartent. On a une logique de protection de la nature. C'est très opposé à tout à l'heure le tourisme de masse dévastateur. Green Mountain Pioneers, ça va être l'adaptation par exemple de la montagne au changement climatique. Et on va avoir cette notion de projection dans le temps, dans des écosystèmes qui se dérèglent et comment les activités économiques peuvent être plus sustainable. Et la régénération, ça va être beaucoup plus ancré dans un territoire, se dire comment on peut, à travers le tourisme, augmenter la qualité de vie des habitants humains non humains. Et donc, par exemple, les touristes contribuent à planter des arbres, donner des cours d'anglais, euh, à prendre soin des personnes qui sont présentes. Donc l'activité touristique, plus il y a de tourisme, plus chaque action de tourisme est contributive, plus qu'elle est destructive.
Derrière, je passe assez vite, mais il y a tout un travail d'imaginaire générique entre l'anthropocentrisme, le biocentrisme, l'écocentrisme, le pluricentrisme. Euh, Dans l'anthropocentrisme, on va avoir une logique de limiter les impacts humains. Ça va être la logique des limites planétaires et les humains doivent être limités. Donc le cercle rouge signifie ça. Le cercle dans le biocentrisme signifie l'attention portée au non-humain. Et il faut préserver, protéger le non-humain. Et donc le cercle montre effectivement cette attention portée au non-humain. Dans l'écocentrisme, c'est l'attention à porter sur les écosystèmes qui doivent être à l'équilibre. Donc ça va être le cycle de l'eau par exemple. Et dans le pluricentrisme, ça va être, on garde cette idée de ressources nécessaires à l'écosystème, mais on augmente la capacité des êtres humains euh, sans exclusion, c'est-à-dire qu'on va avoir une démarche qui va inclure toutes les parties prenantes, peut-être même aux futures générations, et essayer de donner une voix, une parole, écouter les non-humains. Ça va être la logique de la création de valeurs mutuellement bénéfiques où on va chercher, parce que tout en bas, on fait intervenir des parties prenantes qui n'étaient pas autour de la table avant, à créer de la valeur mutuellement bénéfique sur un territoire. D'une part, ça va être à gauche dans le schéma qui signifie la vie, les ressources, donc économie circulaire pour les préserver, et à droite, cette logique de augmenter les capacités des êtres vivants, et on va avoir une triple bascule, people, profit, planète. Alors, le tourisme régénératif. J'aimerais bien arriver à des exemples, et certains d'entre vous vont partir, mais par exemple, ici, oui, c'est la différence souvent entre durable et régénératif qui n'est pas facile à intégrer. J'essaie de vous démontrer que c'était cette intégration des trois écosystèmes et ce tissage de liens en créant de la valeur mutuellement bénéfique qui faisait la différence entre ça et le développement durable. De façon un peu schématique aussi, peut-être, dans le développement durable, l'entreprise réduit ses impacts chez elle. Dans le régénératif, l'entreprise, dans une collaboration avec toutes ses parties prenantes, augmente les capitaux économiques, environnementaux et sociétaux. Voilà, c'est différent. Regenerative aims to contribute to these capitals. Et donc, on va chercher à co-décider, co-créer, co-agir entre parties prenantes et on va essayer d'intégrer la faune et la flore dans cette réflexion-là en trouvant des personnes qui parlent ou des organismes qui parlent pour elles. Donc attention, on est reparti en croissance puisque les activités ont vraiment diminué leurs impacts négatifs, peut-être à net zéro ou en tout cas à un seuil maximal. On repart en croissance où chaque entrée dans un parc génère plus d'impact positif que négatif. Alors, assez intéressant Playa Viva, c'est vrai qu'on cherche, mais cet exemple est assez parfait je vais essayer de le détailler. Donc c'est effectivement quand même, ça c'est sûr, hein, c'est effectivement assez cossu, on va dire, ce resort. Mais la démarche est intéressante je vous montrerai des exemples français qui sont un peu différents. Donc là c'est un boutique hôtel sur la côte de Mexico ce qui est intéressant c'est que quand la propriété a été achetée, la population environnante avait beaucoup diminué, 641 personnes en 2528 avant, et les conditions de vie de ces populations étaient moins bonnes, et donc ils devaient, on va dire, aller dans des villes. Ils ont réfléchi à ce projet avec la population locale pour se demander quel était
leurs attentes et comment ils voyaient le potentiel du lieu, qu'est-ce qui pouvait être préservé, qu'est-ce qui pouvait être exploité, qu'est-ce qu'il y avait comme opportunité à prendre en main ensemble. Et donc le projet a été co-créé avec eux dans une logique de singularité de l'endroit et potentiel de l'endroit et collaboration. Et pour chercher un changement positif, bien sûr, la personne qui a acheté le resort ou créé ce resort voulait un résultat économique, mais il voulait le faire dans un bénéfice pour les populations et un bénéfice pour les écosystèmes naturels. Euh, il est allé chercher les traditions et il a créé une expérience du visiteur où les touristes sont immergés dans leur réalité, discutent avec eux, échangent, leur donnent, on va dire, de l'attention et ce qu'ils peuvent dans une relation, on va dire, constructive, qui n'est pas que, on va dire, quelqu'un qui nous rend service. Et avec pas mal de valeurs qui sont affichées dès le départ. Et on va avoir bien sûr des activités de reconnexion à soi-même, aux autres et à la nature. C'est un endroit assez spirituel. Donc voilà, cet exemple est assez intéressant et si vous voulez, il est assez documenté par des gens qui expliquent pourquoi il est régénératif avec une approche assez scientifique, c'est intéressant. Donc bien sûr, ça fait un peu, on se pose pas mal de questions, on se dit qu'effectivement il y a du soin, il y a du partage, il y a des choses à désapprendre, il faut se reconnecter, collaborer, qu'il faut beaucoup d'empathie envers les non-humains, d'observation de l'endroit, se poser les bonnes questions, donc tout ça a l'air assez compliqué. Je vous propose de passer à des exemples français que j'ai mis là, dans les lauriers. J'ai bien mis là. Bon, j'allais là, ça ira plus vite. Donc les lauriers, c'est un peu plus facile dans d'autres secteurs que le tourisme. Le tourisme, je me dis que voilà. Mais le net zéro dans d'autres secteurs, c'est entre restaurer et régénérer, que je l'ai mis moi. Parce que restaurer, ça peut être... voilà. Et dans l'alimentation, l'agriculture biologique peut nous permettre d'atteindre un net zéro sur la santé et les écosystèmes. Et à partir de l'agriculture biologique, toutes les pratiques en plus vont nous permettre d'augmenter carbone, eau, biodiversité, qualité de vie. Dans l'électronique, un appareil reconditionné, donc par exemple un iPhone de seconde main, on peut dire que les impacts environnementaux ont été divisés par 2. Et que donc on peut plus faire attention au côté contributif de l'entreprise et sur un bâtiment, si le bâtiment est rénové, c'est un peu la même logique. Sur le tourisme, j'étais parti sur peut-être aussi des destinations courtes, ça limite beaucoup les impacts négatifs, ou une interconnexion forte entre par exemple, j'ai travaillé avec des étudiants à Montpellier, ils avaient fait du tourisme relié au café, avec un tourisme culturel et économique. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc vraiment une interconnexion nature-culture. Un exemple. Donc là, nous, on récompense donc les produits et les services, pas les entreprises. Assez intéressant, par exemple, ça peut-être déjà l'architecture. Donc éthique, donc c'est une foncière qui fait des tiers-lieux. Ils disent avoir une approche régénérative des espaces de travail au service du bien-être au travail et ils intègrent les enjeux de territoire et de la planète. Ils ont des bâtiments éco-conçus, éco-gérés, dédiés à des organisations régénératives. Donc on va avoir vraiment voilà. Ici, on va avoir un château qui est en énergie renouvelable, avec un jardin en permaculture. Le château abrite une communauté avec, par exemple, un restaurant de transition alimentaire, un jardin potager. Ils ont vraiment utilisé, c'est une rénovation, ils ont vraiment utilisé des matériaux de façon impeccable.
Euh, je me souviens plus. Ils sont ESUS. Et c'est à Nanterre. Euh, à l'âge, là, ça peut se rapprocher. Là, ça va être à la fois cultiver des fleurs et faire de l'insertion sociétale. Et ils ont quand même un tiers. Ils font partie de l'ESS, mais ils ont un tiers de leurs revenus qui viennent d'activités économiques. Ils vont être en multi-valorisation, c'est ça qui est assez intéressant. Ils ont pas mal de... Dans la régénération, on trouve souvent des processus comme ça de multiples sources de revenus sur un même territoire pour les mêmes, pour les mêmes personnes, voire en étendant les bénéficiaires. Euh, on va avoir créateur de forêt qui va réfléchir à la forêt en même temps que la ville. C'est assez intéressant. Bon, puis la transition numérique. Bon. Il faut que j'aille sur le document. J'aurais juste une petite question Oui. par rapport à ce que vous évoquez là. Comment est-ce que vous arrivez à définir des indicateurs de cet impact pour identifier que ce soit positif ou en Mm. tout cas zéro négatif? Ça veut dire qu'il y a une observation des impacts et donc des indicateurs. Est-ce que vous avez un peu Ouais, je un peux éclairage? effectivement porter de ça tout de suite. Donc, c'était sur la slide de tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit. Donc, nous, on va être. Donc, déjà, effectivement, diversité des indicateurs, c'est clé. Et regardez en dessous, on va être sur des normes CSRD, ISO 26000. Euh, donc, on va privilégier des démarches qui se traduisent dans des cahiers des charges et qui sont euh, audités par des personnes tiers. Donc, au niveau des produits, enfin, les allégations sur corporate sont, on peut dire un peu, sont moins encadrées que les allégations commerciales. Donc moi, je vais me baser sur les allégations commerciales. Ici, par exemple, sur ce lait d'avoine, j'ai Planet Score. Dans le tourisme, on va avoir par exemple clé verte. Donc, c'est un peu la même logique. Il me faut quelque chose qui soit euh, un affichage socio-environnemental multi-indicateur qui soit certifié par un organisme tiers. Ils sont divers et variés et vous en avez en général pas mal. Donc j'adore les scores. Là, vous avez par exemple le Green Impact Index dans les cosmétiques, mais derrière, il y a surtout Cosmebio qui est une charte. Ici, on va voir la labellisation américaine Regenerative Organic Certified, qui est là, Regenerative Organic Certified, qui est distribuée en France. On va avoir souvent des entreprises qui ont une trajectoire régénérative elles-mêmes. Il ne suffit pas d'avoir un produit. Donc, par exemple, quand l'entreprise est B Corp, elle est société à mission, quand elle s'est engagée depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça va être des indicateurs qu'on va regarder. Picture organique, ça va être Fashion Score. Vous voyez, on a multiples indicateurs sur base de cahier des charges. Ils ont finalement un impact équivalent à Veja. Ils ont un score équivalent à Veja, 76, je crois, 73 sur 100. Et moi, vous avez vu, là, je suis sur la veste Smith qui est en coton GOTS. Je suis pas sur des matières synthétiques. Les infusions, bah là, ça va être, je crois qu'ils sont Synabio. Fairtrade, mais c'est fabuleux comme ils sont Fairtrade. C'est vraiment, quand on les écoute parler, c'est vraiment. On va avoir 75% de leurs produits labellisés World Free Trade Organization. Euh, et ils essayent de relocaliser autant que possible certaines filières. Voilà, label bio, World Trade, certification Synabio. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Dans le tourisme, il y a pas il y a plusieurs labels et certifications qui sont intéressantes, mais c'est difficile d'en trouver une qui soit euh,
euh, qui fonctionnent pour le régénératif. Il faudrait en avoir encore plusieurs. J'ai pas encore identifié quelles seraient les trois quatre certifications qu'il faudrait avoir. C'est un des sujets que... Bah, ça dépend, oui, si on se place à l'échelle d'une entreprise ou d'une destination. Ouais, Mais il y en a quand même certains qui sortent du lot. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a quand lesquels? même cette base de labels là. Lesquels, toi, tu trouverais Bah, intéressant? sur les entreprises, bah, tu en as cité quelques-uns, mais c'est vrai que après, nous, sur les destinations, par exemple, voilà, il y a des choses comme Passeport Vert où nous, on est beaucoup impliqués dans Green Destinations, où du coup, on va être à la Oui. fois sur des démarches internes, des démarches de destination, impliquer toutes ces parties prenantes. On a des indicateurs, tout est justifié. Tout est sur la base aussi de l'ISO 26000 et après de là on construit en fait des expériences de voyage décarbonées, durables, Mhm. sociales, etc. quoi, avec le moins d'impact possible. Donc je pense que oui, il y a quand même des choses qui Mais nous Green parlent Destination là dans ce qui est proposé. intègre le social? Ouais, ouais. Bon, Et nous alors on c'est a des encore programmes aussi de beaucoup sur alors c'est un dispositif qui s'appelle Oxygène qui est pour faire du coup faire contribuer le visiteur pour faire partir des publics défavorisés, notamment des jeunes en vacances en Occitanie, sur de la découverte de classes vertes, des choses comme ça, ou de la collecte sur dans les boutiques par exemple qui sont déjà durables, responsables. On va prélever un montant et le reverser sur des actions comme ça à vocation plutôt sociale. super. Ouais. Donc, je vais regarder, alors ça me fait plaisir. Bah, ouais, je vais mettre les liens. Ouais. Ouais, mettez le lien. Mets le lien si tu veux bien. Alors, un autre exemple que j'ai trouvé très intéressant, c'est La Fénière. Donc, La Fénière, c'est un restaurant étoilé qui est ESUS, donc entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ce qui est intéressant, c'est que elle a, oui, effectivement, une table qui est donc étoilée, mais elle a créé un fonds de dotation pour porter des projets d'intérêt général. Elle contribue régulièrement à des projets de solidarité. Euh, Elle a lancé le mouvement de nourrir pour proposer un modèle d'alimentation positive et elle va former les gens à la culture et à la cuisine. Donc c'est un peu, voilà, et elle a une approche holistique de la gastronomie qui intègre effectivement les impacts toutes les étapes, que ce soit sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur la santé, voire même sur la spiritualité. Euh, et elle est donc label écotable, en cours de sollicitation. Donc ça, je trouvais que ça intéressant. Rapidement, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de vous montrer ce qu'il y en est en train de faire, parce que en fait, la difficulté, c'est que derrière les exemples, il y a une autre façon de travailler, en fait. Et la façon de travailler, j'essaie peut-être, c'est ça que j'aimerais développer avec une entreprise qui serait pour collaborer dans un projet de partenariat pour voir ce que ça veut dire dans le tourisme. Alors, je crois que j'ai relancé la page. En ce moment, on a des Regen Circle un peu dans tous les sens. Celui-là, on vient de le terminer. Il porte sur l'écosystème des acteurs de l'accompagnement dans la régénération. Et je suis en train de l'adapter dans l'alimentaire, le textile, les cosmétiques. En fait, on a 5 ateliers derrière le business model et je ne vais pas rentrer trop dans le business model parce que là, vous avez des masterclass, etc. Mais en fait, c'est quand même la méthode. J'aimerais juste vous faire toucher du doigt comment finalement on ne travaille pas pareil. Parce que sinon, ça reste vraiment abstrait quand même, cette histoire. Alors, donc, ça s'est rechargé. Donc, très rapidement. Donc, nous, on a effectivement un business model qui est en Canva. Ok, vous voyez mon écran. Vous voyez qu'on a un engagement régénératif et surtout une chaîne de valeur régénérative avec toutes les étapes. Et derrière chaque étape, il va y avoir des acteurs qu'il va falloir faire collaborer. Donc, et nous, on se place au niveau d'un produit ou d'un service, comme je vous disais, d'une offre, pas de l'entreprise en général. Et on va avoir des parties prenantes impliquées dans cette chaîne de valeur actuellement en temps 1, et on va réfléchir à des parties prenantes à 5 ou 10 ans qui pourraient nous aider à transformer notre offre et la rendre vraiment régénérative
Et on va ensuite essayer de voir quelle est la proposition de valeur de cette offre, co-créer tous ensemble. Et on va avoir une gestion des projets dans le temps pour se donner le temps que cette offre parfaite sorte sur le marché. Et comment on va gérer notre transition pour abandonner l'offre actuelle en ayant une offre de transition entre mon offre actuelle et mon offre idéale. Donc c'est comme ça qu'on arrive à financer ou à cofinancer des projets dans le long terme justement en cofinancement et en étape progressive vers un idéal. Là, ça va être voilà, toutes les 5 ateliers qui vont derrière ce Canva et qui vont permettre de le remplir. Mais donc attention, nous quand on parle de chaîne de valeur, vous voyez derrière chaque étape, il va y avoir des fils parce que les acteurs sont interdépendants, on les fait collaborer ensemble. Et l'atelier 1 va être une sorte de grand Canva comme celui-ci où vous avez toutes les étapes de la chaîne de valeur en haut. Et on va regarder qu'est-ce qui relève de l'impact environnemental, de l'impact sociétal, de l'impact économique. Et donc on va réfléchir en triple impact. Et on va voir, et on va essayer de définir pour chaque étape quels sont les indicateurs clés et est-ce qu'on est en négatif, est-ce qu'on est en positif. Et on va avoir une réflexion où toute action et passe au filtre de l'environnemental, du sociétal et de l'économique pour pas que un choix économique soit accepté malgré un ricochet sur le sociétal ou l'environnemental et inversement. Donc ça c'est vraiment la trame de réflexion et imaginez qu'il y a tous les acteurs de l'offre qui sont autour de la table parce qu'ils sont tous représentés dans une case là. Et on va mettre les gens en mouvement avec ce camp de vent-là qui va être par rapport à un problème, qui parmi nous est le mieux placé pour résoudre ce problème et qui est une partie prenante qui pourrait soutenir cet acteur à résoudre ce problème et on va chercher des liens mutuellement bénéfiques entre acteurs directs et acteurs indirects, ce qui est toujours difficile par exemple dans l'agriculture. C'est que si la pollution de la nappe phréatique, effectivement, l'agriculteur est un acteur direct, changer ses pratiques lui coûte beaucoup d'argent et il a besoin d'être soutenu dans cet effort qui bénéficie quand même à d'autres personnes. Et donc, quelles sont on va chercher à chaque fois les relations mutuellement bénéfiques et quelque chose que je n'ai pas fait, que je peux vous montrer rapidement. On a des sessions découvertes qui sont pas encore... service textile, coton, textile. Ça devrait être bon textile, je suis pas sûr. Ah tiens, j'aime BMC Tourisme justement, j'ai vraiment envie d'avancer. Service, bon, je vais avoir coton, ça devrait être bon, je suis pas sûr. Restaurant numérique, construction, tourisme imaginaire, il est où alimentation, voilà. Par rapport à la question de tout à l'heure, voilà la grille des indicateurs qu'on utilise et qu'on adapte à chaque fois. C'est vrai que les gens des fois comprennent mieux cette histoire-là avec cette grille. Donc là, vous voyez, c'est tous les indicateurs pollulaires, émet du carbone, etc. Gaspille l'énergie solaire, détruit les milieux de vie, détruit la faune et la flore. Donc ça va être tous les indicateurs en négatif et on va avoir un effort de diminution sur ces indicateurs. On a une barre qui est à net zéro ou une limitation maximale des impacts. Une fois qu'on a passé cette barre net zéro ou réduction au max, on va se poser la question différemment. On va voir si on avait jusqu'à présent des pratiques de réduction, comme l'économie circulaire, maintenant on va se poser quelles sont les pratiques, les actions concrètes qui vont être contributives. Et ce qu'on cherche à faire, ce n'est plus de ne plus polluer l'air pur, mais de purifier l'air. Donc on va basculer de certaines pratiques qu'il va peut-être falloir quand même continuer, vers d'autres qui, à partir à un moment donné, vont pouvoir... on va pouvoir mettre le poids, les efforts là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines pratiques naturellement, par exemple purifient où il y a un effort qui est fait depuis 20 ans, 40 ans pour arriver à ça, et on va pouvoir valoriser les impacts contributifs
d'une démarche qui a été enclenchée depuis 20 ans, 30 ans, parce que il y a une réduction suffisante des impacts négatifs qui nous permet de commencer à pouvoir mettre en avant les aspects vertueux. Souvent, voilà, nos clients vont être des personnes qui cherchent qui sont engagées depuis longtemps et qui cherchent à valoriser leur contribution à un territoire, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Je vais prendre des questions. Moi, je me demande en fait comment tout ça, c'est sur la base quand même du. Parce qu'il y a des réglementations qui existent, on entend que ça avait avancé, maintenant ça recule, et puis ça dépend des catégories d'entreprises, de leur, s'ils sont soumis à la CSRD ou pas. Mais du coup, moi, je me pose la question, enfin, c'est quand même assez complexe en fait de prendre en main tous ces indicateurs. Je sais pas si on Mhm. m'entend. Ouais, Ah, ouais. on vous entend, on t'entend. Ouais. Et enfin voilà, est-ce qu'une entreprise va se mettre à ce genre de raisonnement d'indicateur tout seul s'il n'en est pas contraint? Il y a toujours les entreprises volontaires, mais voilà, enfin, ça me pose un peu cette question-là. J'ai pas de réponse, hein, mais Ah oui. Euh, est-ce que c'est pas un peu trop complexe quand on voit que déjà des indicateurs de base sont difficilement remplis? Euh, alors donc, c'est très vertueux, hein, mais je veux dire, ça me paraît complexe. Voilà. alors, nous, on se base sur les cahiers des charges. Donc, on est parti d'un certain pragmatisme qui est de dire qu'aujourd'hui, déjà, la mesure du carbone, elle est compliquée. Donc, nous, on se base sur des cahiers des charges en se disant que les meilleures pratiques donneront, pour sûr, des impacts contributifs dans 5 à 10 ans. Donc, on n'est pas sur une mesure des impacts. On est sur des pratiques. Donc, si on a un acteur d'un territoire qui dit que par rapport à, enfin, qui dit, voilà, j'ai un hôtel et moi, voilà, je propose du bio en circuit court, j'ai des activités de reconnexion à la nature où les touristes passent du temps à contribuer aux forêts en replantant des arbres ou en donnant des cours d'anglais ou en XYZ et j'essaye de faire des prix qui sont pas chers et qui restent abordables. Bon, bah, cette personne-là, elle a quand même besoin d'être valorisée par rapport à d'autres acteurs. Mm. Euh, Je suis et, d'accord. et donc moi, je pars de cet angle-là en me disant Ouais. qu'il y a des choses qui sont extraordinaires avec des gens qui font des trucs extraordinaires parce que pour eux, ça fait sens. Et quels sont c'est quoi le discours, c'est quoi les certifications, et est-ce qu'on peut décemment, enfin, comment dire, il y a une sorte de greenwashing qui dit, mais non, il faut pas en parler parce qu'il y a quand même un problème avec le billet, enfin, le trajet en avion, etc. Et, bon. Et donc, à un Ouais, moment ce que j'allais donné, dire, enfin, si tu viens, tu as émis 4 tonnes ou 5 tonnes de CO2 mm, parce que tu viens du Japon, c'est une expérience vertueuse, mais pour autant, bah oui, et si on est bah plus oui. factuel, ouais, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est là où il y a une réflexion globale et une collaboration à imaginer entre tout le monde pour arriver à se dire à quel moment nous tous, on peut se dire qu'on a fait le max euh, et qu'on peut vraiment euh, affirmer, proposer quelque chose qui contribue, quoi. Mm. Et je trouve que cette Oui, et transition-là, c'est par la collaboration qu'on peut y arriver. Nous, par et exemple, on c'est va pas la moins collaboration qu'on a. promouvoir, aller chercher des marchés lointains qui sont très émetteurs et et l'entreprise locale, elle va faire tous ses efforts Mm. à son échelle. Donc, c'est par la collaboration, du coup, ce que tu C'est me dis. c'est Mm. par la collaboration. Il y a peut-être des choses à faire. Je sais que les vedettes de Paris, donc les bateaux mouches, je crois, Mm. il y a une réflexion comme ça sur l'éducation des touristes sur leur impact environnemental. Il y a les bateaux mouches qui passent en électrique. Donc, mais c'est vrai qu'elle est tributaire des avions qui amènent les touristes. Mais donc, Après, c'est qu'est-ce qu'on fait, compliqué pour quoi? nous à notre échelle d'identifier en fait des entreprises qui peuvent être très vertueuses, qui font des choses comme ça, mais qui n'ont. En fait, nous, en gros, si on veut classifier sur un site internet
mettre en avant des offres comme ça doit remonter les territoires et c'est là où la collaboration est intéressante. Puisque, en gros, nous, c'est simple, soit il a un label clé verte, machin, truc, écotable, je ne sais quoi, et on le prend et on le met en avant, soit il n'en a pas et il peut passer à la trappe, or il fait des choses intéressantes. Donc, c'est Mm. là où, effectivement, du coup, la collaboration me semble intéressante, d'identifier des acteurs et les mettre après en valeur voilà, sur une autre forme, on va dire, de tourisme. Mais Alors, l'exercice, enfin, nous, on s'y essaie hein, depuis 5 ans, on le fait, mais oui. En c'est pas Occitanie, évident, vous quoi. êtes Voilà. très avancé et bien sûr, il y a des freins que tout le monde rencontre. Mais ce que je peux dire dans d'autres secteurs, c'est que euh, comment je pourrais dire ça? Euh, sur les sites, ils font comment dire, des filtres de recherche en fonction de ce qui a de la valeur pour les touristes. Voilà. C'est un peu comme s'ils avaient fait des familles de profils de consommateurs, quoi. Et, euh, donc ça, c'est possible. Et même quand je fais mes courses maintenant sur Deliveroo chez Carrefour Hop, j'ai la possibilité m'est offerte d'aller chercher des produits de Act for Good, quoi. Mm. Donc assez vite, j'ai Act for Good et je me dis, tiens, est-ce que là, j'ai envie de contribuer à Act for Good ou est-ce que j'ai juste envie d'avoir mon produit rapide, n'importe lequel, quoi. Et donc ça m'interpelle à chaque fois que je fais un achat sur Carrefour Hop. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être possibles voilà. Et souvent, quand je parle à certains lieux, ils sont quand même beaucoup sur la pédagogie euh, des touristes pour les sensibiliser à leurs impacts euh, et leur faire des propositions, quoi, d'activités ou autres. Mm, mm. Mais oui, faut réfléchir. En fait, il faut poser la chaîne de valeur. Dans le numérique, on avait 45 étapes. Euh, et il faut à la fois voir qui est en amont, qui est en aval, et sur quel territoire. Et j'avais une idée. Et oui, et se dire comment créer de la valeur ensemble. Et ça, c'est assez intéressant comme démarche. Et ensuite, s'il y a des surcoûts ou des difficultés, quelles sont les sources qui peut y avoir en multivalorisation? Nous, par exemple, dans l'ortie, dans le textile, on cherche à planter de l'ortie en alternative au coton dans le textile. Et il faut qu'on arrive à un coût de fil au même prix que le coton. Et donc on se pose la question par exemple de rémunérer correctement l'agriculteur en monétisant à la fois la tige pour le fil et les feuilles pour l'alimentaire et les cosmétiques. Donc après, il y a des logiques comme ça de multivalorisation. Je ne sais pas si Sophie est toujours là, elle a dit qu'elle était occupée. Nous avons une nouvelle personne. Oui. Des remarques, des questions, des enjeux? Mais sur la partie touriste, en tourisme, ce qui m'interpellait, c'était la notion de temps, en fait. Parce Hmm, que j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu une contradiction, j'essaie d'approfondir, sur cette notion de séjour court, qui forcément donc va impliquer plus de transport, c'est vrai. et finalement de la présence sur place, et un peu cet esprit de consommation, quoi. C'est-à-dire qu'on veut faire un maximum de choses, alors que finalement, si effectivement on veut donner du temps pour enseigner, pour s'approprier l'espace, Ah oui. il y a, ça va presque à l'encontre, on va dire, de l'hypertourisme qu'on a maintenant, où il faut en faire plus, 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 et finalement, c'est peut-être prendre moins de vacances, on va dire, loin de chez soi, mais effectivement, y passer plus de temps et être plus présent. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, Guillaume, si je peux me permettre de te tutoyer, là je suis parti comme ça. Et donc oui, je cherche dans chaque secteur qu'est-ce qui peut être la pratique net zéro ou de limitation maximale. Par exemple, vous avez vu que dans l'agriculture, pour moi, enfin dans l'alimentation, c'est le bio. Dans le textile, par exemple, ça va être la durabilité physique. Soit on Du achète vêtement, quelque ouais. chose qui dure 3 jours, soit trois portées, soit c'est quelque chose qu'on porte toute la vie, qui est réparable à vie, quoi. Et dans le tourisme, effectivement, je tourne autour de cette même idée un touriste est qualifié de touriste entre un jour et un an. Oui. Ouais, Séjour. c'est vrai qu'il n'y a pas de distinction dans le type de tourisme non plus, oui. Donc ça peut être un an. Un touriste peut être là pendant un an. Et par contre, après un an, il est habitant.
Oui, Donc, ou ouais, il est excursionniste s'il ne dort il pas. peut être, Enfin voilà, il y a toute une définition quand même il peut être qui excursionniste. Mm. Et donc, Nous, on fait la effectivement, différence, quoi, du coup, ouais, quand même, là-dessus, ouais. alors c'est quoi alors? Bah, on sait à peu près mesurer, en fait, entre les excursionnistes, les touristes, etc. Enfin, ça, c'est très mesuré aujourd'hui. Mais après, oui, sur la durée de séjour, c'est moins évident, je suis d'accord. S'ils sont pas dans des hébergements marchands, c'est moins évident. En plus. Mm. Mais il y a certainement quelque chose effectivement comme ça, hein, quand on prend, moi l'été je prends un mois et demi, 2 mois de vacances en vélo avec ma tante et c'est vrai que ça change tout. J'ai vraiment enfin c'est un luxe, hein, et il y a longtemps, je me souviens que la première fois que j'avais fait ça, j'avais tout compilé mes vacances d'un an pour partir au Brésil, et je m'étais vraiment, voilà, j'ai tout concentré là-dessus et ça a changé totalement mon rapport au voyage ce jour-là, hein. J'avais 30 ans, c'était il y a 25 ans. Bref, donc oui, je pense qu'il y a quelque chose par rapport au surtourisme, par rapport à cette avidité de multiples voyages. Effectivement, enfin, proposer une expérience dans le temps, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Euh, et c'est vrai que le nombre de jours peut peut-être être un élément de réduction des impacts. Oui, alors enfin, nous on a fini, enfin l'étude de l'ADEME qui nous a choisi, on était 3 régions de France, sur les externalités des mobilités touristiques avec des scénarios à horizon 2030. Et effectivement, du coup, qu'est-ce qui se passe si on va chercher des marchés lointains, des marchés moins lointains, si on joue sur la durée de séjour, effectivement, comme tu dis, et si en plus, voilà, on a des mobilités décarbonées ou pas. Et en fait, c'était la première fois, c'est assez récent, hein, ces études, c'est 2020, globalement, 2021. Mm. Et c'est la première fois en fait qu'on arrivait à mesurer et d'avoir aussi des scénarios un peu, voilà, un peu scientifiques, j'allais dire. Et en fait, nous, ça nous a complètement éclairé nos choix. On a complètement repensé notre stratégie en se disant, bah, OK, en fait, si on veut vraiment agir, il n'y a pas 56 moyens. Il faut aller chercher des marchés moins émetteurs, il faut allonger la durée de séjour, il va falloir faire du hors-saison et décarboner, impliquer les habitants. Et aujourd'hui, on va au-delà en mettant du coup du social, l'environnemental, etc. Mais Magnifique. vraiment, c'est un travail de très longue haleine, c'est Ouais. compliqué. C'est compliqué aussi d'embarquer tout le monde. Enfin, nous, on est convaincus, mais en tout cas, moi qui travaille tous les jours sur ces sujets-là, je, j'ai aussi très peur du retour en arrière là, qu'on est en train de vivre partout, et notamment du grand retour en arrière sur justement ces obligations environnementales des entreprises. Donc voilà, je, je me dis, il va falloir qu'on continue notre action et voilà, mais moi, je te rejoins complètement sur le fait que ça ne peut se faire qu'en collaborant, parce que il n'y a que comme ça que ça marche, en fait. Voilà, tout seul à notre échelle, on ne pourra pas faire grand-chose, on pourra agir un petit peu, Bah, c'est une mais dynamique c'est hyper collective. intéressant, mais C'est une c'est un dynamique vaste collective. sujet, franchement, on s'arrache les cheveux tous les jours, hein. Ah ouais, non, mais ça, et merci de partager ça avec nous. Mais donc, ce que je trouve intéressant, c'est une démarche. Bon, il y a la démarche de réduction et les règles et les réglementations. Effectivement, là, on peut s'inquiéter. Mais il y a naturellement, depuis toujours, des gens qui ont envie de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Et la Mm. démarche de régénération n'est pas qu'une démarche de réduction, même si la réduction est importante. La Oui. dynamique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour contribuer à nos territoires. Mm. Donc là-dessus, voilà, et il y a toujours le même nombre de consommateurs intéressés par ces sujets-là et d'habitants préoccupés et de gens qui ont envie de donner. Euh, voilà. Alors après, la difficulté ou l'opportunité qu'on a, c'est d'arriver à montrer des exemples, que des personnes prennent la parole sur comment ils y arrivent. Parce que c'est vrai que souvent, voilà, on a comme retour c'est bullshit, ou alors c'est inatteignable, ou alors Mm. je vois pas concrètement ce que ça pourrait être dans mon secteur, ou alors pourquoi ça serait une priorité aujourd'hui alors qu'il faut faire un chiffre d'affaires à court terme, et quels sont les indicateurs de mesure. Bon, ça, tout ça, on les a un peu tout le temps.
Et plus on a de prises de parole comme les vôtres, plus ça nous aidera en fait. Mm. Avec humilité, hein, en disant, bah voilà, c'est dur, voilà ce qu'on a fait, mais voilà moi ce que je comprends et ce que je vous conseille, quoi. Par exemple, en Site de France, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous avez pensé Je par crois que exemple, Marika est partie, mais ah oui, elle est partie, ouais. Bon, mm. tant pis. Mais ils ont pensé ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré le patrimoine naturel et sociétal, hein, et la dimension Mm. économique dans leur travail. Ouais, oui, complètement. Et eux, ça fait Euh, 25 ans ou 30 ans, je sais pas. Ça fait longtemps, quoi. ouais. Donc c'est chouette. Mm. Et il y a vraiment comment dire, ils parlent entre eux, c'est-à-dire, il n'y a pas un délégué. Enfin, bon, il y a différents délégués, mais voilà, ils sont quand même dans une dynamique collaborative naturellement chez eux, quoi. Bon, Mm. je pense qu'on a un peu fait le tour, mais je prends une ou deux questions si vous avez. Je prends les liens du chat. Est-ce que Heather ou Guillaume ou Jennifer, vous avez des questions? Et n'hésitez pas à m'envoyer des exemples, me faire des retours. Et puis, donc, on cherche voilà, quelqu'un qui aurait la possibilité de faire un terrain d'expérimentation sur notre méthode. Oui, Heather? Non, 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 Comme ça, un petit au c'est revoir, un petit intéressant, coucou, un ça petit au va. revoir. Je démarre tout simplement, donc c'était pour avoir Mhm. quelques billes dans les réflexions avant d'avancer plus, mais T'as le c'est réseau intéressant. Oasis, tu sais, tu as le réseau Oasis qui est un réseau ressources pour les tiers-lieux, D'accord. des projets collaboratifs qui vient des Colibris. C'est très très engagé. Mm. Ok, merci. Bon, ben merci beaucoup à tout le monde. Je regarde dans le Merci. chat. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi, au revoir. Merci, ciao ciao. Au revoir. Merci.